Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous recevez votre émission Éducar. La CNPAM, la Coordination nationale des professeurs d'art plastique et musical, en collaboration avec Télé-École, la première chaîne 100% éducation, a conçu une émission que vous avez beaucoup aimée. Nous avons reçu le feedback. Aujourd'hui, nous recevons un invité spécial avec un parcours exceptionnel, un homme d'art et de culture. Il est doctorant actuellement en sciences de gestion, conseiller en management et entrepreneuriat culturel. Il est aussi le fondateur et le directeur général du cabinet Ombre et Lumière. Il a été pensionnaire de l'école coranique, puis l'école française, reçu au concours de l'école normale régionale de Bambey comme instituteur. Après sa formation, il a aussi fait une autre formation à l'école normale supérieure d'éducation artistique. Donc, notre invité est bien formé à l'école normale supérieure d'éducation artistique actuelle ENA, École nationale des arts. Il est professeur d'art option plastique. Après cette formation à l'NCA, il a été reçu au concours CRAC de Lobin, le Centre régional d'action culturelle, en 2004 et 2006. Il est sorti major. Et de son retour à Lomé, il est nommé conseiller technique au ministère de la Culture. Ministère de la Culture, il fut après directeur général des manufactures sénégalaises des arts décoratifs. Il est nommé en 2010 aux manufactures des arts où il a fait aussi un travail exceptionnel. Il fut aussi nommé chef de département de la prévention à l'OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Il a été secrétaire général de l'Association internationale des critiques d'art, section sénégalaise. Voilà donc le parcours de notre invité exceptionnel. Il se nomme M. Sidi Seck. Bonjour, M. Seck. Bonjour, M. Seck. Alors, Éducar ne reçoit pas aujourd'hui un Ndiawen ni un Guéhen. C'est un Tchéken de bon teint, un administrateur, un manager. Alors, ça a été un peu long, la présentation, parce que le CV est presque kilométrique, machallah, entre guillemets. Mais vous aurez certainement quelque chose à ajouter à la présentation, M. Seck. Voilà, merci, M. Seck. Je pense que la présentation a été bien résumée et elle a été aussi bien déclinée avec beaucoup de générosité. Donc je pense que ça a été bien fait. Je n'ai pas quelque chose à ajouter. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est notre invité spécial pour un numéro spécial. Nous avons dit tout à l'heure dans la présentation que M. Seck est formé à l'École normale supérieure d'éducation artistique. Et qu'il est aussi manager culturel. Il fait aussi dans l'entrepreneuriat culturel. Mais on voudrait savoir, M. Seck, l'appréciation que vous jetez sur le traitement des disciplines d'art ici dans le système éducatif. Si on considère qu'aujourd'hui au Sénégal, les arts, que ce soit musical ou même plastique, c'est des matières facultatives. Voilà, avec votre permission, M. Seck, je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation et rendre un hommage mérité à M. Hassan Boub pour son leadership et l'excellent travail qu'il est en train de faire. Merci. Dont celui-ci qui concerne l'éducation. Je pense que l'éducation occupe une place fondamentale Tout à fait. dans le développement de toute nation. Et investir dans le champ du développement, il n'y a pas meilleur investissement que l'investissement qui est orienté dans l'éducation. Tout à fait. Et c'est pour cette raison que je profite également de l'occasion pour vous féliciter, Merci bien. vous encourager. Merci. Et vous dire toute ma disponibilité à être parmi vous. Merci. Pour l'intérêt du Sénégal. Merci beaucoup. Cela dit, parler d'éducation, il faut juste rappeler que l'éducation est un concept générique. Et en Wolof, il est dit, Gune
moi connais. Il peut devenir n'importe qui. Voilà. Tout à fait. Dans le bon sens, comme dans le mauvais sens, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas, bien sûr. Donc l'importance de l'encadrement administré à l'enfant, c'est-à-dire l'enseignement qui porte sur des aspects techniques et l'éducation qui porte sur des aspects comportementaux. Tout à fait. C'est en cela que l'éducation artistique est importante. Parce que parler d'éducation, c'est supposer être un projet. L'enfant est un projet. C'est un projet, tout à fait. L'enfant est un projet. Et comme tout projet, il y a un contenant, il y a un contenu, il y a des acteurs. Tout à fait. Compris de cette façon, on peut considérer que parmi les parties prenantes de ce projet, les professeurs d'éducation artistique occupent un maillon de la chaîne. Tout à fait. Et comme vous le savez, dans une chaîne, s'il y a un maillon manquant, la chaîne n'est plus chaîne. N'est plus chaîne. Oui. Vous voyez donc la place que nous occupons. Tout à fait. Mais pour être précis, pour être plus clair, quand on parle de futur désiré, Futur désiré. c'est la vision. Tout à fait. Quel est notre projet de société? C'est en répondant à la question sur notre projet de société Tout à fait. qu'on répond en même temps à la question quel est le profil d'enfant que nous avons et vers où nous devons le mener en termes d'enseignement et d'éducation. Et d'éducation. Si cela est clair, Oui. on en vient aux stratégies à utiliser pour arriver au bout. On en vient au plan d'action. On en vient au plan de travail, rythmé par le temps, Tout à fait. avec des acteurs. Oui. C'est là où il y a le professeur d'éducation artistique. C'est lui qui doit maintenant former la personnalité de l'enfant, ses goûts. Il fait partie Oui. de ceux qui forment la personnalité. Tout à fait. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que c'est une chaîne avec des maillons. Tous les maillons sont importants. Maintenant, ce que le professeur d'éducation artistique peut apporter à l'éducation de l'enfant, c'est d'ordre cognitif, en termes de savoir, d'ordre psychomoteur, mais aussi d'ordre affectif. Socio-affectif. Tout à fait. Absolument. La formation des sens. La formation par rapport au comportement qu'il faudrait avoir par rapport à telle ou telle autre situation. Tout à fait. La sensibilité, le goût au beau, Tout à fait. le regard, À l'harmonie. l'harmonie, la relation avec l'environnement, avec les couleurs. Tout à fait. Tout à fait. C'est fondamental. Professeur, merci. Vous savez, l'environnement est extrêmement important. On y reviendra. Tout à fait, tout à l'heure, Inch'Allah, oui. Et si on comprend parfaitement l'importance de l'environnement, c'est en ce moment-là qu'on va comprendre l'importance de l'éducation artistique, de l'éducateur artistique dans la chaîne qui s'appelle éducation. Pour ne pas vous interrompre, j'ai de mémoire capté que dans les résolutions des assises de 2013, alors la commission vision et financement avait retenu finalement 3 termes dans les recommandations. Et le terme qui m'intéresse et qui intéresse notre débat d'aujourd'hui, c'est que les gens avaient constaté que dans notre système, les élèves ne sont pas créatifs et qu'ils demandaient encore beaucoup plus de créativité chez nos enfants. Donc la personnalité, la formation des goûts, ce que vous venez de dire, cumulé aussi à la créativité, parce que c'est ça véritablement la finalité, je pense. Moi, je pense qu'au cours du débat, on reviendra sur la créativité. Oui, il n'y a pas de souci. Okay. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans la déclinaison de la vision, des missions, des valeurs et du socle culturel à partir duquel on peut conduire tout le travail à faire en termes d'éducation, à ce niveau-là, l'éducateur artistique apporte du cognitif, il apporte du psychomoteur, il apporte du socio-affectif. Tout à fait. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi que l'éducation artistique est une discipline transversale.
l'enfant qui sait tenir un crayon dans le cours d'éducation artistique, l'enfant qui sait choisir une couleur et de l'appliquer correctement dans le cours d'éducation artistique, mais ce n'est pas que dans le cours d'éducation artistique que ça va lui servir. Tout à fait. Le professeur de géographie en aura besoin pour la carte de géographie. En sciences naturelles également, en géométrie. C'est pour dire l'interconnexion qu'il y a entre les disciplines et la transversalité de l'art qu'on peut trouver dans toutes les autres disciplines. Ça, c'est vrai. L'autre élément, oui, non moins important, l'art est un moyen d'investigation. Un moyen d'investigation, vous avez dit. Oui. Oui. C'est un aspect extrêmement important, mais qui est très peu exploré. En quoi? En Wolof, on dit « ku wax feeñ ». Ku wax feeñ, tout à fait. En art, ku rëdd feeñ. Ku rëdd feeñ, tout à fait. Vous savez, le crayon, c'est juste un outil porté par la main. La main est plantée dans le bras dans un corps, et le corps qui emporte le crayon, c'est un ensemble de tempéraments et de comportements. Ça, de sorte que lorsque le trait est tracé, c'est tout le caractère, le tempérament de l'auteur du trait qui apparaît dans le dessin. Tout à fait. C'est pour ces raisons. On peut donner un bout de papier de quelques centimètres carrés à un enfant. Oui. On lui demande de dessiner. Certains enfants auront tendance à remplir la feuille jusqu'à tracer sur la table, oui, ou bien sur le drap de lit. Oui, oui. C'est des gribouilles. Justement, ça c'est son tempérament qui s'exprime à travers le dessin. D'autres auront tendance, tout ce qu'ils ont à faire, ils vont le faire dans le bout de papier de quelques centimètres et il va en rester encore des centimètres carrés non utilisés. Tout à fait. Et ça renseigne sur leur personnalité. Sur leur personnalité. Tout à fait. Alors quel est l'intérêt de l'investigation? Le fait d'aller à la découverte de la personnalité de l'enfant à travers son dessin, à travers son volume, sa sculpture, sa peinture, la couleur qu'il aura choisie. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'avoir des informations sur sa personnalité. Ça peut être une information positive. Alors là, l'enseignant peut renforcer, parce qu'il aura constaté que ça, c'est un bon indicateur à renforcer. Mais ça peut être le contraire. Oui. Si c'est un mauvais indicateur, l'enseignant aura la possibilité d'anticiper sur les solutions. Tout à fait. C'est en cela que c'est intéressant. Et ça peut même être poussé un peu plus loin en matière d'orientation professionnelle. C'est en cela que l'investigation est intéressante. C'est vrai que c'est très peu utilisé. Et nous avons vécu des expériences extrêmement intéressantes dans ce sens, à l'école primaire, au collège et même au lycée. Et nous avons eu à identifier des indicateurs de comportement. Et il fallait faire un travail d'anticipation. Et c'est à partir du dessin. Nous nous sommes retrouvés dans une maison pour réconcilier des élèves à leurs parents. Ah bon? Oui. Nous nous sommes retrouvés dans des maisons pour réconcilier des parents. Comment oui. Mais justement, c'est par l'investigation. On se rend compte qu'il y a... Je donne par exemple un exemple que j'ai vécu dans une école primaire. Allez-y, je vous en prie. Un élève de CM1. À chaque fois qu'on donnait un exercice libre, il dessinait 2 cases. L'une des cases, il la mettait en noir, et l'autre case, il la mettait en rouge. Quand c'est fait une fois, il n'y a pas de problème. Mais quand ça se répète dans le temps, il faut s'arrêter pour interroger. Tout à fait. Alors, de fil en aiguille, en instituteur, j'ai permis à l'enfant de se familiariser avec moi. Et dans tout ça, le but était de pouvoir avoir des conditions de discuter sur le dessin. Tout à fait. Le noir, ça peut être une symbolique. Oui, le choix du rouge aussi, ça peut être une symbolique. Tout à fait. Mais de fil en aiguille, qu'est-ce qu'on a constaté? L'enfant a fini par me dire que cette case-là, c'est la case de ma mère. Celle-là, c'est la case de la coépouse de ma mère. De ma mère, tout à fait. Pourquoi le noir? Pourquoi le rouge? Il dit que mon père n'entre jamais dans la case de ma mère.
Imaginez, au CM1 déjà. Oui, oui. L'enfant est en train de souffrir Tout à fait. des conditions d'existence de sa mère dans la cellule familiale. Et ça, nous avons pu découvrir grâce au dessin. L'expression artistique. Justement, Mais professeur, des disciplines aussi importantes, comment elles peuvent être facultatives dans un système? alors là, je voudrais, il y a de cela quelques années, Oui, je posais le problème oui, dans les mêmes termes. oui, Mais avec l'expérience, avec le recul, oui. je pense que la question peut être relativisée. Comment? Pour plusieurs raisons. Oui, allez-y. Je ne pense pas. Quand on dit que traitement infligé à l'éducation artistique, c'est comme si c'était concerté, c'était programmé, c'était voulu et c'est fait comme tel. Je ne le pense pas. Tel n'est pas le cas. Je ne le pense pas. Oui. Ce n'est plus mon avis. Oui. Mais il y a 20 ans, je le pensais exactement. Maintenant, quel est l'avis du professeur? Voilà. Oui. Moi, je pense qu'il y a une série d'incompréhensions, de malentendus Tout à fait. et de manque de visibilité sur beaucoup de questions. Oui. On voudrait bien... On ne peut pas tout dire dans le cadre d'une émission, mais Oui. je vais juste relever quelques exemples. Allez-y. Le premier exemple, Oui. sur le plan conceptuel, qu'est-ce qu'on dit dans nos classes? Éducation artistique. Il faut aller à la maison, il parle juste de dessin. Des dessins. Même à l'école. Même à l'école élémentaire. Même pas à l'école élémentaire, Oui. que ce soit à l'élémentaire, au collège, au lycée, certains collègues, certains principaux, certains directeurs, certains censeurs Il n'en parle... savent pas plus Oui, que les élèves. les élèves. Et ils parlent de dessin. tout à fait. Il n'y a pas de visibilité conceptuelle. Visibilité. On ne s'accorde pas sur le concept. C'est un problème. C'est un véritable... Depuis combien d'années on fait l'éducation artistique? Et jusqu'au moment où je parle, les acteurs ne s'accordent pas sur un concept. Et pourtant, ces acteurs-là sont importants. Ils font partie de ce qu'on appelle les parties prenantes de l'éducation. Ça, c'est un. Ça, c'est... Le deuxième élément, est-ce qu'il y a de la visibilité sur l'environnement même de l'éducation artistique? Par définition, l'environnement, c'est tout ce qui peut influer positivement ou négativement Effectivement. dans la marche de l'éducation artistique. Tout à fait. Si c'est une entreprise, on dit dans la marche de l'entreprise. Ou bien dans la marche de l'organisation. Aujourd'hui, on parle de matière facultative. Mais si demain, on nous accordait la faveur de généraliser cette discipline, ça ne serait pas possible. En quoi ça ne serait pas possible? Il y a combien de professeurs d'éducation artistique au Sénégal? Ils sont... Il y a combien de classes en termes de demande? Calculer le ratio, c'est insignifiant. Donc même la généralisation implique d'autres éléments qui sont dans l'environnement. Tout à fait. L'environnement politique, l'environnement juridique, l'environnement démographique, l'environnement sociologique, l'environnement culturel, l'environnement technologique, l'environnement économique, l'environnement commercial, l'environnement financier, l'environnement familial, l'environnement écologique, l'environnement culturel. Ça touche à tout alors. Vous voyez? Oui. Cela veut dire quoi? Il ne suffit pas d'être professeur d'éducation artistique pour que les problèmes se règlent. C'est vrai que c'est l'acteur principal avec les élèves, au niveau de l'école. Mais tout autour de l'éducation artistique, il y a des composantes qui interviennent directement ou indirectement et qui peuvent influer le cours des choses. Tout à fait. Si vous prenez l'environnement politique, mais on ne peut pas apporter une transformation de cette nature sans pour autant activer le levier juridique. Il faut voter des lois, il faut faire des règlements, il faut. Oui. Alors, à ce niveau, je pense que je parle plus d'incompréhension, plus de malentendus,
manque de visibilité. De visibilité, oui. Vous voyez, à ce niveau-là, je pense que ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que il ne faut pas se le cacher. C'est une discipline qui a des difficultés. Les difficultés sont là. Mais est-ce que nous, professeurs d'éducation artistique, nous sommes seuls à pouvoir régler ces difficultés-là en ne tenant pas compte de ces éléments-là que j'ai évoqués tout à l'heure? En tout cas, les éléments sont assez pertinents. On avait envie de vous entendre encore parler de cela parce que tout ce que vous avez dit, c'est une réalité que nous vivons, nous, en tant que professeurs d'art. Et je pense que nous allons devoir après parler du management et de l'entrepreneuriat culturel. Et pour boucler ce chapitre, vous aurez certainement peut-être des recommandations à faire à l'endroit des autorités étatiques et académiques. Bon, je dois dire là également, pour terminer ce chapitre-là, que l'éducation artistique n'est pas une discipline entièrement à part. Elle est un élément de l'éducation générique. Tout à fait. On le sait. C'est une tautologie de dire que l'éducation est en crise. Quand je le dis, je ne suis pas en train de jeter le discrédit sur les braves acteurs de l'éducation. C'est l'un des secteurs où il y a tellement de compétences, tellement de personnes engagées. Mais malgré tout, la crise, elle est là. Tout à fait. Wolof dit que lu ne fang kenn du ko jeex. Kenn du ko jeex. Tout à fait. Et si l'éducation générique est en crise, quel est le maillon qui peut être épargné? Oui. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, le problème, il faut le prendre à bras le corps. Réinventer l'éducation. Réinventer le système. Et c'est en réinventant le système qu'on arrivera à réinventer la manière d'enseigner, la manière d'éduquer sur le plan artistique. Ne serait-ce que les bouleversements apportés par la technologie. La technologie, le monde est en train de connaître des bouleversements extraordinaires. Tout à fait. Voilà donc. Maintenant, pour en revenir aux recommandations, oui. Ce serait prétentieux de ma part de donner des recommandations. Il y a des voix beaucoup plus autorisées que la mienne dans le secteur de l'éducation qui ont la légitimité et la légalité pour donner des recommandations. Toutefois, en tant qu'acteur citoyen, j'ai un point de vue sur la question. Allez-y, allez-y. De mon point de vue, il faut ouvrir, c'est-à-dire décloisonner le secteur. C'est important. Le secteur de l'éducation artistique. Il faut l'éducation artistique, il faut le décloisonner. En faire l'affaire de tous. Pas l'affaire des seuls professeurs d'éducation artistique, mais l'affaire de tous. De tous, tout à fait. Du parent, des partenaires techniques, des partenaires sociaux, de l'administration, des autres collègues. En dessin, on parle de rapport de proportion, il faut aller en mathématiques. Oui. Mais ça aurait été bien de fusionner, c'est-à-dire le rapport de proportion perçu en mathématiques par rapport au rapport de proportion perçu en éducation artistique. Tout à fait. Ce serait tout bénéfique pour l'apprenant. Tout à fait. Au lieu de se limiter juste à des... Vous savez, nous sommes un système trop cloisonné. Ça, c'est vrai. C'est trop cloisonné. C'est hermétique. Hermétique. C'est Je pense que de plus en plus, il faut apprendre à briser les cloisons. Tout à fait, professeur. Et n'hésitons pas à aller vers les autres. Moi, je me souviens, quand j'ai compris que certaines administrations n'avaient pas compris, je me suis engagé à faire en sorte qu'elles comprennent. Et quand elles ont compris, il y a eu toute une synergie dans ces établissements. On peut en citer le lycée Kennedy, oui. Le CEM Djerifal de Bambey. Tout à fait. Je crois que tout le Sénégal avait constaté cette mobilisation autour de l'art. Et ça, c'était dû à quoi? C'est parce qu'il y avait une synergie, il y avait la main de tout le monde. C'était devenu l'affaire de tout le monde. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Ah oui, tout à fait. C'est comme ça que ça doit se passer. Oui. Donc, je pense que en termes de recommandations, on peut s'ouvrir aux autres. Parce que nous sommes une discipline transversale. Mais il y a un autre élément. Ce serait bien de se décomplexer.
C'est un point sensible. Oui, mais je le dis en toute honnêteté parce que c'est des choses que j'ai vécues. Vous pensez que les professeurs d'art vivent des complexes envers qui alors? Complexe d'infériorité, mais complexe de supériorité aussi. Oui, tout à fait. Ça, et les deux à la fois. Les deux à la fois. Je trouve que le problème est mal posé. Parce qu'en termes d'éducation, penser qu'une discipline est plus importante qu'une autre, oui. C'est une grave erreur. C'est de l'irrésistible. Chaque discipline a son rôle à jouer dans la chaîne. Et ça, si chaque discipline fait ce qu'elle a à faire, la chaîne va remplir sa mission. Tout à fait. Mais s'il y a une seule discipline qui manque à l'appel, oui. La chaîne ne sera plus chaîne. Et il y aura certainement des répercussions dans le dispositif général. Mais absolument. Voilà, merci beaucoup, professeur. On a beaucoup parlé d'art, surtout des disciplines artistiques. Et pour résumer, il faut décloisonner l'enseignement artistique, l'éducation artistique, et à l'attention aussi des professeurs d'art et à tout acteur aussi d'art de se décomplexer, comme le professeur vient de le dire, avec des exemples patents et le contexte qu'il a bien campé. Je pense que ça, c'est des informations et un appel fort lancé à l'endroit des différents acteurs. Mais professeur, vous avez quitté le champ de l'enseignement, l'éducation artistique purement. Et vous vous êtes engagé dans le management en général et le management de la culture en particulier. Ça, c'est une option professionnelle ou de la passion? Les deux à la fois. Les deux à la fois. Oui. Sinon même, il peut y avoir une troisième option. Une troisième option. Allez-y, expliquez-nous. Vous savez, dans la vie, M. Seck, il y a des rencontres qui ne sont pas fortuites. Tout à fait. Parfois, on ne fait pas trop attention. Il y a des rencontres qui sont très déterminantes dans la vie, dans la vie. Des hommes, oui. À l'âge de 22 ans, j'étais à l'école normale régionale de Bambey comme élève. On avait un professeur de psychopéda qui était en même temps le directeur de l'école. Feu Samba Sall Fall, paix à son âme. Paix à son âme, oui. Il nous disait quoi? À 22 ans déjà. Chers élèves, retenez ceci. Chaque objectif atteint doit être un point de départ pour un nouvel objectif. Objectif, tout à fait. Je me suis approprié ce conseil. Je veux dire, à la base, c'est l'ambition. Être ambitieux. L'autre élément, c'est la relation que j'entretiens par rapport à la formation et au savoir. Pousser ces possibilités le plus loin possible. Tout à fait. Ça, c'est un élément. Oui. Le deuxième? Mais j'étais critique, autocritique, très critique par rapport à ma propre pratique. En tant que professeur d'éducation artistique, mais aussi en tant qu'artiste plasticien. C'est magnifique. 4 exemples anecdotiques. Allez-y. Jeune professeur d'éducation artistique, instituteur, formé à l'École normale supérieure d'éducation artistique, sortie major, avec une relation affective par rapport à la formation, par rapport à la culture, par rapport à l'art. On me donne un ordre de mission pour m'affecter dans un lycée. Oui. Je débarque dans le lycée, j'étends mon ordre de mission au proviseur. Le proviseur qui lit, relit, et se dresse la tête pour me dire, vous faites quoi? Imaginez, toute la terre s'est dérobée sous mes pieds. C'était une grande déception. Après tout le sacrifice consenti en termes de formation et d'investissement. Et je ne vous raconterai pas la suite. Je ne vous raconterai pas la suite. Et si c'était à recommencer, je ne l'aurais pas fait. Je ne l'aurais pas fait. Mais c'est pour vous dire, c'est beaucoup plus tard que j'ai compris que le professeur n'avait pas compris. Il n'a pas compris. Il n'avait pas compris. Il n'a pas aussi bien lu. Et il n'a pas tort aussi de ne pas comprendre. Oui. Ça, c'est un. L'autre anecdote, c'est quoi? J'ai un collègue professeur d'éducation artistique qui était en même temps artiste plasticien, qui passe des années à réaliser des œuvres de peinture. À un moment, il veut s'arrêter pour procéder à la socialisation de l'œuvre d'art, c'est-à-dire monter une exposition.
il se trouve que la date qu'il a choisie coïncidait avec le Makal de Touba pour le vernissage. Imaginez la suite. Ah oui. La troisième anecdote. Oui. J'ai fait de la peinture en tant qu'artiste plasticien, Oui. mais j'étais très attaché à un support assez particulier, Lequel? la bâche des véhicules. Support bâche. La bâche des véhicules. Oui, En toile. et oui, les bâches des véhicules, les 404 bâches là. Tout à fait, tout à fait. J'adorais les bâches là avec leurs cassures, leurs fissures, Les différentes couleurs. les aussi. coutures qu'il y avait à l'intérieur oui. et essayer d'intégrer de la peinture à l'intérieur. J'ai travaillé pendant des années. Comme mon collègue professeur d'éducation artistique, j'ai décidé de venir à Dakar pour présenter mon travail dans une galerie. Oui. Ma surprise et ma déception ont été grandes également. La galeriste me dit, mon cher Michel Seck, j'adore ta peinture, mais je n'aime pas le support bâche. Oui. Imaginez la suite. Mais, Je n'ai pas exposé. Je retourne pour continuer à travailler, je crée une installation. Une installation. Cela veut dire que c'est une œuvre. c'est une œuvre. Composée de presque 70 petites sculptures. Une marchande d'art européenne qui débarque à la maison, qui flash sur l'installation et qui décide de l'exposer à Paris, mais dans un cadre marchand. Tout à fait. On était tous les deux d'accord. Je suis parti à Paris avec les 70 sculptures. Arrivé sur place, on a eu un problème entre avec et sans. Le mot avec, le mot sans. Lui, et elle du moins, elle dit que elle souhaiterait exposer les œuvres avec des socles. Moi, je lui dis sans socle. Ah oui. Vous, en tant que plasticien, vous comprenez Oui. la différence. Parce que quand on met 20 socles, ce n'est plus une installation. Tout à fait. Moi, j'ai tenu à ce que l'œuvre créée à Dakar soit présentée de la même façon dans son unité À Paris. à Paris. Oui. Ça, c'est On n'est pas tombé d'accord, je suis rentré avec mes œuvres. Oh là là. Oui. Pour une question de avec et de sans. C'est l'incompréhension et Les exemples se sont multipliés. À un moment, je me suis dit, il faut arrêter. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous tous, nous travaillons autour de l'œuvre d'art. Mais on se rend compte qu'on ne s'entend pas. Et j'ai commencé à me poser des questions sur la liberté de l'artiste. Où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête? Je me pose des questions sur l'artiste. Est-ce qu'il est un entrepreneur? L'atelier d'art, est-ce que c'est une entreprise, etc. De question en question, je me suis dit qu'il y a quelque chose à combler. Il faut aller se faire former. Et je suis allé me former en management. en management. Voilà. Et précisément, vous avez été un bon manager aux manufactures des arts décoratifs de Thiès, parce que moi, je suis thiessois, et tout thiessois et tout Sénégalais constatent ce que vous avez fait là-bas. Pouvez-vous nous parler un peu de votre passage aux manufactures des arts? Voilà, je voudrais rendre hommage à une très grande personnalité. Je veux nommer Pape Massène Sène. Pape Massène Sène. Oui. Quand j'ai quitté Lomé, j'ai fait un peu plus de 2 ans auprès de Pape Massène Sène, qui était mon patron. Et j'ai beaucoup appris. Et je voudrais ici lui témoigner toute ma reconnaissance. Et lui souhaiter une très longue vie. Voilà quelqu'un qui fait partie des Sénégalais qui font le Sénégal. Tout à fait. Après le passage auprès de Pape Massène Sène, je suis allé à Thiès. L'entreprise était complètement à terre. Tout à fait. L'expression qu'on utilise, l'entreprise s'apprêtait à mettre la clé sous le paillasson. Sous le paillasson, tout à fait. L'entreprise manquait de tout. Même pour imprimer une lettre en couleur, j'étais obligé d'envoyer ça à Dakar, de l'imprimer en couleur, et on me retourne la lettre pour que je puisse faire le conditionnement et envoyer. Mais paradoxalement, l'entreprise manquait de tout, sauf
ce qu'il y a de plus important dans une entreprise. C'est quoi? Le capital humain. Okay. Les personnes ressources. Tout à fait. J'ai trouvé un personnel exceptionnel. Ah, bravo. Un personnel qui a blanchi sous le harnais. La tapisserie n'a pas de secret pour ce personnel-là. Le métier à tisser n'a pas de secret pour ce personnel-là. La laine à tisser n'a pas de secret pour ce personnel-là. Les manufactures n'ont aucun secret par rapport à ce personnel-là. Je me suis appuyé sur ce personnel. Ah oui. Avec deux principes. Le premier principe, concevoir ensemble, agir ensemble, performer ensemble. Le deuxième principe, ça c'était pour éviter d'installer ce qu'on appelle la star system. Star system, oui. Tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. À commencer par le directeur général. Ce n'était pas que de la théorie. Nous nous sommes appropriés, nous tous. Même le gardien qui est au portail peut t'expliquer la stratégie utilisée pour en arriver à ces résultats. J'étais du côté, il y a une option en matière d'entrepreneuriat. On peut opter produit. Et tout le focus est mis sur le produit. On peut opter marché. Tout le focus est mis sur le marché. Mais moi, j'avais opté capital humain. Capital humain, tout à fait. C'est pourquoi il y avait une politique de ressources humaines extrêmement hardie. La responsabilité sociétale de l'entreprise était extrêmement développée. Tout à fait. Finalement, on avait créé des relations affectives entre l'entreprise et le personnel même, entre l'entreprise et les populations du quartier, entre l'entreprise et les populations de Thiès, entre l'entreprise et le Sénégal, l'UEMOA, l'Organisation internationale de la francophonie, etc., etc. Sur le plan national et international, on a réussi à mailler ces territoires. Tout à fait. Mais de votre passage aux manufactures, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de production. Le personnel a beaucoup produit. Absolument. Il y a eu aussi des ventes. Absolument. Et c'est avec les manufactures des arts qu'on puisse nous réconforter, nous, dans notre position, qui veut dire tout simplement que l'art aussi peut aider l'économie à aller de l'avant. Voilà. Par rapport à votre expérience aux manufactures, pouvez-vous nous parler de votre passage aux manufactures des arts, comment vous avez pu redresser la boîte et économiquement ce que vous avez pu tenir comme bilan? Bon, en parlant de performance d'ensemble, agir ensemble. Oui. Concevoir ensemble, agir ensemble, performer ensemble. Partout, il y a le mot ensemble. Oui. À tous les niveaux. Sidi Seck, à lui tout seul, il ne peut rien réussir. Nous avons réussi parce que nous avons réussi à être un, au service de l'entreprise. Mais vous savez, le management, c'est de la science et de l'art à la fois. Tout à fait. Quand une entreprise est en faillite, et que tout le monde se rend compte que l'entreprise est en faillite, finalement, ceux qui sont hors de l'entreprise, ils prennent des raccourcis. Quels sont ces raccourcis? Ils passent devant l'entreprise, qu'ils voient le mur, ça renvoie à la faillite. Ils voient la blouse, la couleur de la blouse, ça renvoie à la faillite. Ils voient la place du concierge, ça renvoie à la faillite. Ils voient l'enseigne qui est devant, ça renvoie à la faillite. Nous avons tenu des ateliers pour diagnostiquer le mal, ensemble. Oui. Après avoir diagnostiqué, nous avons dressé un plan stratégique sur 3 ans. Des plans de travail annuels. Entre 2011 et 2013, en principe, si tout se passe bien, les problèmes doivent être réglés. Tout à fait. Et on s'était entendu sur ça. Tout le monde s'est mobilisé. Et nous avons commencé par quoi? Nous avons commencé par tuer les symboles qui renvoient à la faillite. Oui. Tant que vous ne tuez pas les faux symboles qui renvoient à la faillite, les gens qui pensent qu'il faut toujours entretenir la faillite intérieurement. Et c'est vrai que Et il ne faut pas oublier que nous sommes un pays de perception. Nous sommes profondément un pays de perception. Et c'est cette perception qu'il faut casser dans l'inconscient des gens. Et c'est ce que vous avez fait. Oui, c'est ce que nous avons fait. Oui, tout à fait. On a constaté, nous, Thiessois, que d'un tic, alors tout est embelli à la manufacture. Mais c'est parce qu'il fallait travailler en interne pour avoir les moyens d'embellir
l'externe également. Tout à fait. Et changer la position des gens par rapport à l'entreprise. Faire en sorte que ce qui était une perception négative devienne une perception positive. Mais chaque institution, un tapis. Ça aussi, je pense que c'était une campagne lancée par les autorités étatiques. Mais absolument. Ouais. C'était une initiative interne. Ça faisait partie des stratégies qui étaient développées. Non seulement il y avait un service, une tapisserie qui était lancée, mais également, nous avons fait une politique sociale pour améliorer les conditions de travail du personnel. Et beaucoup de choses, ça a été fait à l'intérieur pour mettre le personnel dans de bonnes conditions. Parce que la relation affective qui existait entre le personnel et les métiers à tisser s'était cassée. Il fallait renouer ces relations affectives pour que le personnel redevienne l'ami du tissage, l'ami de la tapisserie, le promoteur de la tapisserie. Donc la première chose à faire, c'était au niveau du personnel. Cela dit, tout le monde se met au travail, il y a des résultats. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire la promotion de ces résultats-là. C'est en ce moment que nous sommes allés taper aux portes des business schools pour faire venir des étudiants sortants de ces business schools-là et qui ont fait du management. C'était pour renforcer l'administration des manufactures. Magnifique. Et on a fait appel au marketing, à la communication. Et on a mis en place un événement annuel appelé Sargal. Le Sargal, oui. On a fait 4 éditions. Mais en quoi le Sargal était important? Oui, oui. Puisque le personnel s'est mis au travail, les produits sont là, il faut les valoriser. Tout à fait. C'est le marketing, la communication. Tout à fait. Et à travers le Sargal, nous avons mis en avant nos avantages compétitifs et les arguments concurrentiels. Nous avons aussi montré en quoi les manufactures ont un rôle à jouer dans la territorialisation des politiques publiques. Et chaque année, le Sargal était une sorte de pôle de convergence et d'attraction. Tout à fait. Ça devait finir en principe par être l'affaire de Thiès. Oui. Faire partie de l'identité de Thiès. Tout à fait. Voilà donc ce que nous avons essayé de faire. Maintenant, il reste le plus important. Oui. On peut travailler bien. On peut gagner de l'argent, mais il faut avoir une gestion transparente, intègre. Mandu. Ci xaalisu kër gi. Oui. Ça, tout le monde le savait. Oui, professeur, on allait juste continuer le débat sur cette thématique concernant les valeurs d'intégrité et les valeurs d'éthique. Et je pense qu'après les manufactures des arts, vous avez été nommé à l'OFNAC. Oui. Alors, qui dit OFNAC, Office national de lutte contre la fraude et la corruption, dit qu'il y a bien la sauvegarde de ces valeurs-là. Pouvez-vous nous parler un peu en quelques minutes de votre passage? Oui, absolument. Il ne s'agissait pas d'une nomination, mais plutôt d'un détachement. Ah oui. La précision est importante. Oui. Détaché du ministère de la Culture. Détaché du ministère de la Culture pour l'OFNAC. Pour l'OFNAC. Absolument. Vous savez, il faut savoir partir à temps. J'avais atteint le seuil de saturation. Ah oui. Ça peut être bizarre de le dire. Je suis parti de mon propre gré. Parce que j'avais atteint le seuil de saturation. Pas le sommet. Oui. Le seuil de saturation. J'étais saturé. Pendant plus de 4 ans, je n'ai pas pris de congé, même pas un week-end. Ah bon? On a travaillé plus de 4 ans d'affilée. Après l'apogée, qu'est-ce qui vient? C'est le déclin. Il faut un check-in pour le faire, Lengue. Ah mais non, Lengue ne peut pas. Lengue ne peut pas. Il ne peut pas, oui. Ouais. Lengue ne peut pas. Et à un moment, je me suis posé la question de savoir de 2 choses l'une. Oui. Je reste, tout en étant saturé, je commence à multiplier les erreurs et nous allons retourner à la case départ. Tout à fait. Ou bien je m'en vais, il y a des jeunes qui sont là, d'autres Sénégalais beaucoup plus compétents que moi, ils vont venir prendre le relais. J'ai pris la dernière décision. Et la première opportunité que j'ai eue, c'était quoi? C'était le poste de directeur à Paris de l'Organisation internationale de la francophonie. J'avais postulé et je faisais partie de la shortlist.
de la shortlist. Shortlist, oui, c'est ce qui ont été Par la suite, ciblé, oui. Par la suite, une compatriote a été retenue et je la salue au passage. C'était pas l'OFNAC en premier. Pour dire donc que déjà en 2013, j'étais sur la voie pour partir. De mon propre gré. C'est après qu'on m'a proposé l'OFNAC. Et deux choses ont motivé mon départ. D'abord, il y avait une continuité. Parce qu'à l'OFNAC, je n'ai fait que de la culture. Hein. Ah bon? Ah oui. Ça, beaucoup ne le savent pas. Mais ceux qui ont suivi nos activités de prévention à l'OFNAC, nous n'avons fait que de la culture. Pendant combien d'années on a collaboré avec les espoirs de la banlieue pour faire de la sensibilisation? Oui, tout à fait. Au niveau des écoles, on a organisé des concours de dessin sur la fraude, de peinture. On a organisé même un grand concours de peinture sur la lutte contre la fraude et la corruption. Et c'est notre collègue Babacar Mbaye Diop de Rufisque qui a remporté, qui a remporté le premier prix. Tout à fait. Nous avons organisé une tournée avec le Théâtre national Daniel Sorano. Tout ça dans le cadre de la sensibilisation par rapport aux méfaits de la fraude et de la corruption. Je veux dire que les autorités de l'AFNAC ont été les premières à comprendre que pour agir sur les comportements, il faut passer par la culture. Tout à fait. Donc c'était une continuité. Le deuxième et dernier élément, mais c'était tout neuf. C'était tout neuf. Il fallait créer sur place l'OFNAC. J'avais envie de faire partie de ceux qui créent l'OFNAC. Très bien. De ceux qui ont été les premiers à relever le défi de la création. Très bien. Et pour ces raisons, très bien, je suis parti. Ah oui. Et je ne l'ai pas regretté. Oui, très certainement, parce que par la suite, il y a eu une reconversion, hein, après peut-être quelques années d'exercice à l'OFNAC. Vous avez mis en place le cabinet Ombre et Lumière. Ouais. Alors, vous pouvez peut-être revenir sur la ligne éducationnelle et la ligne de formation de ce cabinet, Ombre et Lumière. C'est pour des raisons de retraite. Je me suis dit, 2 ans avant ma retraite, aller à la retraite, cela ne veut pas dire être en retrait. Oui. Je n'ai jamais accepté ça. Parce que je me dis que tant qu'on est en vie, on doit pouvoir faire quelque chose. Donc, il y avait un triptyque. La reconversion, le maintien et la réalisation de soi. La reconversion, c'est quoi? Depuis 38 ans, j'étais dans l'administration publique. Il faut aller faire autre chose. Tout à fait. Je me suis reconverti à travers ce cabinet. Ça, c'est un. Le maintien. On a l'habitude de dire que pour se maintenir, il faut faire du sport. C'est vrai. Mais pour se maintenir aussi, quand on a l'habitude de faire des activités intellectuelles, il faut continuer dans les activités intellectuelles. Tout à fait. Ce que je suis en train de faire. Le troisième élément, la réalisation de soi. Vous avez appris Abraham Maslow. Maslow, oui. Mais pendant 38 ans, je n'ai exécuté que après directive. Tout à fait. C'est sur des directives. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Après 60 ans maintenant, j'avais envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire la formation. La formation, la culture, le management. Comment concilier ces 3 éléments-là? Et tout ce que le cabinet fait est adossé à la culture. Parce que nous avons tendance à être extravertis. Nous allons chercher très loin ce qui se trouve dans notre patrimoine culturel. Tout à fait. L'autre élément, c'est quoi qui est important? Mais il n'y a presque plus de plateformes de dialogue dans ce pays. Ah oui. Le dialogue est en crise. Tout à fait. Non seulement le dialogue est en crise, mais le dialogue qui existe un temps soit peu est compartimenté. Ceux qui font dans le patrimoine culturel, ils parlent à ceux qui s'intéressent au patrimoine culturel. Ceux qui sont dans la religion, l'imam parle à ses fidèles. Le prêtre parle à ses fidèles. L'universitaire sociologue parle à ses étudiants. C'est compartimenté. Tout est compartimenté. Et pourtant, il y a des sujets d'intérêt public. Il y a des sujets d'intérêt public. Aujourd'hui, on parle de crise, conflit de génération. Mais les conflits de génération, il y a 20 ans, le conflit de génération n'a plus le même sens et le même contenu. Tout à fait. J'aurais bien aimé, à partir d'un panel, et à partir du prétexte Mac Manna Baye Kimleo. Oui.
écouter ce qu'en pense. Coach Baron qui le disait. Voilà, juste. Ça peut être un sujet intéressant sur le conflit des générations. Tout à fait. Et écouter l'expert en patrimoine culturel en parler pendant 10 minutes. Au même moment, je dis, concomitamment, donner la parole à l'imam, en parler en 10 minutes. La parole au prêtre, à celui qui représente la religion traditionnelle. Ensuite, à celui qui représente le système éducatif sénégalais. Mais justement, et donner la parole aussi aux experts du digital, aux activistes, etc. Ce serait très bénéfique pour les participants et pour les enfants. Tout à fait. Je pense qu'il faut faire en sorte de rapprocher tous ces experts-là qui parlent en vase clos et les faire rencontrer dans une plateforme. C'est ce que le cabinet Ombre et Lumière tente de faire. Tout est adossé à la culture. C'est pourquoi le slogan nous dit « La culture au cœur du management ». C'est ma conviction. Oui, la culture est au cœur du management. Oui. Tout est culturel. Ça peut être apparent, ça peut être diffus. Mais la culture, elle est partout. Parler d'agriculture sans culture, c'est pas possible. C'est pas possible. Parler d'élevage sans culture, c'est pas possible. Parler d'urbanisme sans culture, c'est pas possible. La culture est partout présente parce que c'est la culture qui fait l'homme. Tout à fait. Tant que c'est une affaire d'homme, c'est éminemment culturel. Tout à fait. Merci bien, professeur. Et on vous le disait d'ailleurs à l'entame de l'émission, c'est une émission spéciale parce que nous avons un invité spécial, M. Sidi Seck. Il est actuellement le directeur général, fondateur aussi du cabinet Ombre et Lumière. Nous sommes revenus sur son parcours dans le système en tant que professeur d'art, manager et directeur de direction nationale. Aux manufactures des arts décoratifs, il est revenu sur les innovations qui a porté ses fruits. À l'OFNAC aussi, il est largement revenu sur cela et on a cité sur le vocable qu'il a placé comme thème de dialogue social, Mak Matna Batim Reu. Donc à l'entendre parler, c'est un manager, c'est un homme de culture, c'est un professeur d'art, un philosophe qui parlait avec nous sur Éducar, sur Télé-École, la première chaîne, 100% éducation en Afrique. Mais on aimerait avoir votre dernier mot pour peut-être clôturer l'émission parce que nous sommes au terme de notre émission. Des mots de remerciement à toute l'équipe, à vous qui avez initié ce travail-là, à la tête de l'équipe, M. Hassan Mboup. Les collègues qui sont en train de se démener, et comme ce n'est pas possible pour faire en sorte que l'éducation soit à sa place, en général, mais l'éducation artistique également. Je vous félicite, je vous encourage et je vous témoigne de toute ma disponibilité. Maintenant, en 4 mots. Oui. Liggéey. Jub. Yar. Teggin. Teggin, tout à fait. Leneen luñ la wax. Lu dul loolu. Ñoo ngi nax sunu bopp. Tout à fait. Je vous remercie. Merci beaucoup. Un message fort. Chers amis téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de Éducar sur Télé-École. La télé 100% éducation, la chaîne africaine de l'éducation. Merci et à bientôt.